Attention. Mets ton micro derrière. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Écoute, François, écoute. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes aussi! Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis Jean Weber, le phénix des hôtes de ce bois, et mes bons copains sont... Jeff Domenech, je vous emmerde tous avec votre podcast à la con. Jean, Pierre, Lavoignat et les autres. Oh. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Vincent, François, Paul et les autres, 1974, réalisé par Claude Sautet, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et pour l'un d'entre vous, Jean-Pierre, de t'accueillir avec bonheur pour la première fois dans l'émission. Attends de voir. On ne te présente plus, mais c'est vrai qu'on va le faire quand même avec un grand plaisir. Tu es, pour résumer, parce qu'on a une émission de 7 heures devant nous et je sais que tu es un homme occupé, mais pour résumer, tu es le critique que personne ne critique. Donc tout le monde t'aime. Et, ça, je suis pas sûr, mais... En tout cas, de ma propre expérience, c'était un bonheur de travailler, parce que j'étais un an à Studio Magazine. On a déposé une espèce de petit couffin devant la porte de Studio Magazine, et toi et Marc Esposito m'avez recueilli dans vos bras, et c'était une expérience merveilleuse. Et malheureusement, tu vois, je te repaye en t'invitant dans Kinopod. Je pense que tu y as perdu au change. Pas sûr. Merci. Et donc, comme je disais, un nouveau Cinébuddies, mais un ami de longue date. Et avant de te donner enfin la parole dans le show, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, avant que tu nous parles de la genèse de ce film que tu connais si bien, Jeff, lui, va nous faire le pitch, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Je profite aussi d'avoir le micro pour remercier Jean-Pierre de tout ce qu'il a fait, parce qu'il le sait, avec Pierre Tchernia, Marc Esposito. Je dis, Pierre Tchernia, Marc Esposito et mon papa. Ce sont les 4 personnes qui m'ont Georges initié au cinéma. Et Georges Méliès et Louis Lumière. Non, mon papa et Pierre Tchernia quand j'avais une dizaine d'années, et puis à mon adolescence, ça a été Marc et Jean-Pierre. Donc voilà, c'est Bravo. un grand plaisir que je l'accueille. Un petit pitch. de l'âge, hein. Eh oui. Alors Vincent, François, Paul et les autres, c'est une chronique douce amère du temps qui passe. L'histoire de 3 amis pris par le tourment de la cinquantaine. On a Vincent, patron d'une PME en faillite, qui est en couple avec Marie, Ludmila Michael, qui lui annonce qu'elle le quitte. François, médecin qui a quitté le dispensaire de sa jeunesse militante pour diriger une clinique de luxe dans Paris, qui lui est en couple avec Lucie, jouée par Marie Dubois, et qui va finir par se lasser de lui et le quitter pour un autre homme. On a aussi Paul, écrivain, en panne d'inspiration, qui vit de livres de commande et partage sa vie avec Julia. Tout ce petit monde se retrouve tous les dimanches dans la maison de campagne de Paul, où on fait la connaissance de Jean, un jeune boxeur, travaillant dans l'entreprise de Vincent. Malgré les crises de couple, les difficultés financières, les amitiés vacillantes, c'est au moment où Vincent va frôler la mort que chacun va prendre conscience de la relativité de ses problèmes personnels. Magnifique, ça c'est du pitch, bravo. Et maintenant, j'étais formé à Première et à Studio Magazine, messieurs. On ne saurait mieux dire, hein. Je laisse donc la parole à Jean-Pierre qui, comme je disais, connaît ce film mieux que personne et qui va nous ramener en 1974, un âge d'or pour le cinéma mondial, français comme on va le voir, mais dans le monde entier. En tout cas, c'est une sorte d'accomplissement pour Claude Sautet. Il sort de 3 films qui ont relancé sa carrière et celle de Romy Schneider, qui sont Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs et César et Rosalie. Et il est au sommet. Et le film sera vraiment le sorte d'accomplissement de Claude Sautet. C'est un des films les plus connus de lui et qui symbolise vraiment l'univers de Claude Sautet, aussi bien l'univers quotidien, les cafés, les bandes d'amis, tout ça. Ça sera une sorte de synthèse de l'œuvre de Claude Sautet. En fait, c'est un projet qu'il a depuis assez longtemps. Un des collaborateurs de son producteur
traditionnel qui est Raymond Danon, un de ses collaborateurs lui fait lire 2 livres quasiment au moment des choses de la vie. Le premier, c'est Max et les ferrailleurs, dont il va faire un film. Et le deuxième, qui a été écrit avant Max et les ferrailleurs, c'est La Grande Marade, sorti en 65. Et c'est un livre de Claude Néron. Et quand Sauté rencontre Claude Néron, ils deviennent tout de suite très très proches. Ce qui est amusant, c'est que Claude Néron, ça sera l'autre alter ego de Claude Sauté, à côté de Jean-Loup Dabadi, bien sûr, mais ça sera le versant sombre. Autant Dabadi est lumineux, solaire, un poil sentimental, autant Néron c'est un mec de la banlieue, dur, sec, rageur, toujours caché derrière des lunettes noires, mais qui révèle un peu le versant sombre de Claude Sauté. Et peut-être sa part la plus secrète. Dès qu'il lit Max et les ferrailleurs, il a envie d'en faire un film, à tel point que ça a failli être son premier film, avant Les choses de la vie, parce qu'à un moment donné, il ramait sur Les choses de la vie, et il a l'idée de faire Max et les ferrailleurs. Finalement, non. Donc après, il fait Max et les ferrailleurs, tout. Et après César et Rosalie, il se demande qu'est-ce qu'il va faire. Et l'idée du livre de La Grande Marade revient à lui, et il se dit, je vais attaquer ça. Mais c'est un livre incroyablement noir et très, très touffu, avec beaucoup de personnages qui ne se croisent jamais, en fait. Wow. Et donc, il décide d'accoler Claude Néron et Jean-Loup Dabadi, les 2 extrêmes, lui étant au milieu. D'ailleurs, il dira, je ne sais plus si c'est lui ou c'est Piccoli, non, c'est Claude Néron qui dira, en fait, moi, Dabadi et Sauté, c'est comme Vincent-François Paul. On est très, très proches et en même temps, on est différents, mais amis. Et ils décident ensemble de ne choisir que certains des personnages de ce livre, si touffu. Sauté dit que sa propre vitalité l'empêche d'être aussi désespéré que le livre. Donc, par exemple, Vincent, il se suicide très vite. Il décide de ne plus le faire se suicider et de lui coller un infarctus. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Vincent! Et surtout, ils ont cette idée magnifique qui est de les faire se croiser et réunir dans cette maison de campagne qui est celle de Paul. Alors, Sauté dit, moi, j'ai jamais eu de maison de campagne, mais je suis allé beaucoup dans celle des autres, notamment dans celle de son grand copain Yves Robert, dont le fils, d'ailleurs, joue un petit rôle dans le film. Faut savoir s'adapter. S'adapter, c'est très marrant, toi. Faut avoir les moyens de s'adapter. Et ensemble, ils travaillent sur comment ces personnages peuvent se croiser, comment ils peuvent... Et Sauté, il part toujours des personnages. Jamais des situations, enfin, jamais de l'intrigue, à proprement dit. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Il y a des personnages et des situations qui s'enchaînent. Donc, ils écrivent pendant un certain temps, alors qu'il avait enchaîné les 3 autres films, chaque année, un film par an, là, ça lui prend 2 ans. Ça va, c'est pas non plus... Et il commence le tournage en début 74 et le film sortira à la fin 74. Voilà. Ah, j'adore, mais en termes de processus d'écriture, il avait un processus très particulier, je crois, Claude Sauté, où effectivement, il envisageait un peu toutes les possibilités pour les scènes. Il était comme le travail que fait De Niro quand il cherche un personnage et qu'il commence à torturer ses metteurs en scène en leur posant des milliers de questions pour savoir pourquoi pas ça, pourquoi pas ci. Sauté, comme il était lui-même script doctor avant, le ressembleur de scénario, comme disait Truffaut. Même en même temps. Même en même temps, continue. Il a continué. C'est étonnant. Il dit d'ailleurs qu'entre César et Rosalie et Vincent-François Paul et les autres, il fallait quand même qu'ils vivent en même temps. Et du coup, il a continué pendant cette période-là à ressemeler des scénarios. Après, c'est logique que Sauté, après César, ait fait appel à Néron. Voilà. Bravo. Oui. Mais, en tout cas, c'est vrai que ceci dit, mon père. Moi, j'allais le prendre au sérieux et dire oui, c'est normal. Par contre, la grande marade, ça ressemble plus à un titre de film de Philippe Clair que de Claude Sauté. Exactement. Ça a bien fait de changer. Exactement. Oui. Comme le grand bazar. Ou alors mais c'est vrai que il y a quand même cette ambiance. C'est la version sombre de l'éléphant. Tu parlais de Yves Robert. C'est vrai qu'on a ces groupes d'amis et ces films qui sont plus des chroniques, mais qui avec la magie d'Abadi et effectivement, comme tu dis, l'alchimie avec Néron qui amène cette face sombre enlève ce côté humoristique qu'on a après plus tard dans les films d'Yves Robert et donne un film qui est une chronique plus proche des films italiens, douce amère, merveilleuse aussi. Bien sûr, ce qui est amusant, c'est que Dabadi, il fera
Vincent, François-Paul et les autres avec Sauté, et 2 ans après, il fera Un éléphant sa trompe avec Yves Robert, qui en plus étaient les 2 meilleurs amis. Et il passera de Extraordinaire. l'un à l'autre, et l'un sera un film pas noir non plus, il faut pas exagérer, mais Ouais. avec quand même un côté un peu dramatique, et l'autre, ça sera une comédie pure qui est devenue aussi culte. Il parle tout le temps, moi ça me... Ah bah oui, bah quoi, t'es marrant, ça des règles. Et est-ce que c'est Absolument. un peu le maître étalon, justement, de ces films chorales en Ah France, bah, hein, je parle là. bien Parce sûr. qu'après, derrière, on a eu Marc qui nous a fait la très belle trilogie du cœur des hommes. Et on a eu Mes meilleurs copains, Non, mais Guillaume Canet c'est qui avait vraiment, fait le. Ouais. il lance, en tout cas dans le cinéma français, il lance la mode, j'en sais rien, mais la vague des films choraux. C'est-à-dire Mm. ce film-là, justement, avec cette bande d'amis, de Et ça femmes, leurs vient femmes. d'où, Jean-Pierre? Ça vient d'Italie avec Yves Vitelloni, où il y avait des antécédents avant ou Mais je pense que ça vient de la propre expérience de Claude Sautet. Ah, c'est ça, ouais, donc, ouais. Lui, il dit, moi, dans ma jeunesse, j'ai toujours vu des bandes de gens, de cousins, d'amis, très différents socialement. Il dit, un de Ouais, mes cousins était chauffeur de bus, l'autre était grand médecin. ouais, Donc, il dit, j'ai toujours connu ça, et je pense qu'il le vivait au jour le jour, aussi bien avec Jardin qu'avec Yves Robert, par exemple. Je pense que c'est ouais, un truc, et Dabadi, pareil. Je pense que c'est un truc qui leur ressemblait à eux à ce moment-là de leur vie. ouais. Mais Jeff, avant que tu nous parles du casting, moi je voudrais parler effectivement de cette capacité à pouvoir gérer un ensemble groupe, tu vois, une espèce de troupe comme ça, comme peut le faire Altman aussi avec Nashville ou un mariage, tu vois, Shortcuts. et avoir tout d'un coup ce travail de, même au niveau du dialogue, au niveau du son, quand on est dans ces cafés et qu'on entend parfaitement tout le monde et que tu as cette chorégraphie où la vie est là en permanence. Non, mais par contre, le matin, je fais un peu de vélo. C'est bien ça, non? Tu fais du vélo? Moi, faire du boulot. Tu vas pas faire ça à Roubaix quand même. On se dit que c'est déjà tellement difficile de mettre en scène deux personnes dans une pièce, mais tout d'un coup d'avoir cette espèce de marée humaine qui vit, c'est extraordinaire. J'ai appris que Sauté, Jean-Pierre de la Sarmiou, son papa avait un bistrot. Son père a fini. Son père, c'était une sorte de héros de la Grande Guerre, Ouais. qui en fait, ça n'est jamais remis après. Et Ouais. donc, il a fait plusieurs métiers et tout, et il a fini effectivement par avoir un bistrot en face de la prison de la Santé. Waouh! Ah, c'est étonnant, ouais. Ah bon? Ah D'où ben la alors, fa- c'est fou parce que c'est dans ce bistrot qui a été tourné l'Incorrigible. Dites donc, il marche pas votre bastringue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre whisky? Et l'autre sels? J'ai pas d'autre sels. Alors dis donc ça, et puis ça, hein? Mais je sais Entre pas autres, si parce c'est qu'il donne exactement en face, mais c'est ce que j'avais lu. En tout ouais. cas, effectivement, son père a tenu un bistrot et auquel forcément Claude Sauté allait de temps en temps, quoi. Mm. C'est Et drôle, puis, et ouais. puis je pense que lui, il devait fréquenter les bistrots avenue des Gobelins, il descendait de chez lui ou dans le 8e, là où il travaillait. Je Le pense Pontieux. rue de Pontieux, ouais. Je pense que Mais je c'était me lui. demandais Le- je me demandais s'il chopait pas des choses aussi, comme faisait pas que Marcel Aimé partait dans les cafés et se mettait dans un coin et écoutait les conversations, si tu veux, au comptoir. Oh, Peut-être que lui chopait des choses comme ça, parce que c'est il tellement, devait- la vie est tellement là dans ces films que c'est extraordinaire de capturer comme c'est ça. sûr, mais C'est un documentaire, quoi. il devait bien le faire, il devait bien le faire, mais en même temps, je pense qu'aussi bien Dabadi que Néron, ils avaient aussi cette espèce de sensibilité-là et cette manière de capter l'air du temps, chacun à sa manière. Il Absolument, disait ouais. que Néron, lui, c'était un vrai banlieusard. C'est ça qui les avait d'ailleurs rapprochés. Et il disait, il avait un langage très coloré, il disait, quand il voyait une fille, il disait, ça, c'est une belle poule. Et il dit que la première fois où il a vu Romy Schneider, il a dit, ça, c'est un couteau. Et, et je pense le mélange des trois a fait qu'effectivement, il y a à la fois les dialogues sont c'est souvent des phrases qu'on dit pas dans la vie quand même. Et en même temps, c'est extrêmement vivant. Et ça, c'est sans doute, et c'est une belle transition, grâce aux interprètes. François les regardait sans les voir. Il sentait que Lucie lui échappait d'une façon différente. Mais au lieu de se demander pour qui, il se demandait pourquoi. Ouais, bien sûr. Ce qu'avait dit Piccoli à propos de Sauté, il a dit Sauté est un merveilleux médecin de nos âmes. Et Sauté avait dit je ne peux filmer que ce que je connais. C'est Mm. sûr. C'est vrai, l'histoire de ces bistrots C'est de sûr. quartier, bistrots populaires, il Et des puis films magnifiquement. Hein. sans doute même ces histoires d'amis.
On voit, il était très ami avec Jardin, mais enfin, tout ça se mélangeait, et je pense que Mais dans le film, Lui, il ouais. disait qu'il assumait que, à la limite, le personnage de Vincent, c'était plus lui, mais que presque comme s'il était obligé d'assumer ce personnage principal, mais qu'en même temps, il était un peu détroit. Ouais. Voilà. Bien sûr, mais Et dans il cet y aurait Rosalie, il des. disait qu'il était à la fois Romy Schneider, Samy Frey et Yves Montand. Donc, Ouais. C'est je suis Madame Bovary, mais c'est vrai que pour terminer sur le scénario, il aurait une brouille avec Néron, puisqu'il ne le mentionnerait pas au générique, je crois, c'était non, de. alors, ça, c'est assez étrange. Pas lui. Il dit que Ouais, Dabadi et Néron, que Néron a été un peu vexé parce que dans le contrat de Dabadi, ce que Sauté ne savait pas, il y avait ouais. marqué scénario Claude Néron, Jean-Loup Dabadi, Claude Sauté, d'après le livre de Claude Néron. Et paraît-il, dans le contrat de Dabadi, il avait fait rajouter dialogue Dabadi. Et ça, Néron l'a très mal pris parce que il est autant responsable des dialogues. Par exemple, Sauté dit que la scène du gigot, dont on parlera sans doute, Ouais, il a tu parles. quasiment entièrement écrite avec Néron. Et Dabadi a Wow. juste eu cette idée géniale pour la commande du livre à Reggiani de dire qu'on lui a commandé un livre sur une danseuse roumaine avec une jambe mécanique. Ça, c'est une idée de Dabadi. Les mémoires d'Ilia Moresco. La danseuse roumaine qui a une jambe mécanique. Ah, bah c'est bien ça. Et donc Néron a très mal pris ça. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que, sachant ça, et puis voulant faire mon travail sérieusement, j'ai re-regardé le film il y a 3 jours, et Merci. au générique du DVD, il n'y a pas Hmm. dialogue Jean-Loup Dabadi. Il y a juste scénario, et il n'y a pas... Alors j'ai repassé 3 fois, je ne crois pas l'avoir zappé, mais je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que Mais ça fait pas partie de justement, il paraît que Claude Sauter a fait une édition spéciale où il a ah mais recoupé ses toujours. films. Ah, mais toujours. Claude Ouais, Sauté, à chaque fois que le film passait à la télé, il ouais. remontait le film et Ah, il mais coupait. le garçon est passé de 112 minutes à 88 minutes. C'est Mais étonnant quand même. là, c'est pareil. Celui-là, il est passé de 118 minutes à 109. Waouh! C'est comme les Et éditions spéciales de Star Wars de Lucas, ils rajoutent des c'est ça, trucs et tout. mais c'était la terreur des producteurs et des gens qui possédaient le catalogue, c'est qu'ils demandaient à couper. Et Garçon, il a Incroyable. beaucoup coupé après la mort de Montand. Parce que Ouais, avant, ouais, il a pas vraiment osé, mais après ouais, la mort de Montand, comme c'est un film qui le laissait un peu insatisfait, il a coupé pas mal de scènes. Et ouais. franchement, je sais pas du tout, mais dans César Rosalie, dans Les choses de la vie, il a coupé 2, 3 scènes où on se dit, mais c'est incroyable qu'il les ait coupées, quoi. Il y a un C'est dialogue dingue. magnifique en voix off de Piccoli s'adressant à Romy Schneider. C'est Mais je incroyable crois qu'il qu'il les ait devrait y avoir coupées. un décret pour empêcher les metteurs en scène de toucher à leurs films. Parce que Non, parce tu vois, qu'après, Friedkin aussi fait la même chose. Il y en a plein qui reviennent comme ça sur les lieux du crime et il faudrait laisser les films tranquilles. Tu me diras, il y a parfois des director's cut comme Kingdom of Heaven, par exemple, qui notoirement est meilleur que l'original. les Donc, meilleurs, voilà. il Non, y a pas de là, règle. je me dis, mais est-ce qu'il a coupé le générique? Mais Ouais. je vois pas bien comment, parce qu'il est mort avant Dabadi, donc je vois pas. Donc c'est un peu bizarre cette histoire de générique. Parce que j'ai Ouais. lu ça, effectivement, que Ouais. Néron et Bah, Dabadi. on va Mais parler. il y a eu un Pardon. peu le même problème sur une histoire simple entre Dabadi et Sauté cette fois-ci. Où Waouh. Dabadi a exigé dialogue Jean-Loup Dabadi, c'est un peu énervé Sauté. Ouais, ouais. Mais c'est C'est un difficile de peu rentrer dans ce ce métier. qu'avait subi Ouais, Francis bien Weber sûr. avec Yves Robert sur le grand blond On avec va une pas chaussure commencer noire. à parler des rapports de Francis avec ses metteurs en scène, sinon c'est une émission à part entière. Mais non, mais le pas, Yves Robert, c'était C'est rajouté au un autre scénario, il n'avait podcast. pas écrit grand-chose. Voilà. Et vous parliez de script doctor, mais effectivement, Francis était déjà metteur en scène et scénariste, qu'il était toujours script doctor, lui aussi. C'est ça, Donc c'est mais vrai que Sauté, c'est un Sauté, truc qu'on il peut a faire en continué parallèle. quasiment Ouais, tout le temps, et des fois de manière, enfin les 3 quarts du temps de manière officieuse, pas ouais, officielle. Et en ouais. plus, des fois, ça allait du rôle juste de conseiller de relecteur. Oui, puis Par exemple, même s'il faut être... c'est ça. Nicole Garcia, il lui a fait relire Place Vendôme, par exemple. Ah bah tu vois, ouais. Et puis même si c'est difficile, il faut avoir du talent pour le faire, c'est quand même moins douloureux que de partir d'une page blanche. Ce qui Ah, explique ça, c'est pourquoi sûr. Ellen May, tu sais, qui travaillait avec Mike Nichols, qui était sa scénariste, elle disait à une époque juste des rewrites. Rien d'autre. Elle voulait plus du tout faire des premiers jets, si tu veux. C'était fini, quoi. Sauté, il a fait assez peu de films totalement originaux.
C'est souvent, il part souvent d'un livre, il part souvent quand même. C'est drôle, intéressant. Ça. Et à propos de Claude Néron, il apparaît dans le film pendant le combat Oui. de boxe. C'est ça. On le voit pendant le combat de boxe, avec ses lunettes sombres, sa grosse moustache. C'est ça. Ah, c'est drôle. De toute façon, c'est pour Catano. Il lui rend 8 kilos. Ça veut rien dire, ça. Ouais, ça veut rien dire. Eh bien, d'un caméo au casting du film, il n'y a qu'un pas. Jeff, que tu vas franchir. Oui, alors je ne vais pas monopoliser la parole en parlant de tous les acteurs du film, donc il va falloir lui faire des choix. Ouais. Alors, vu qu'on a déjà podcasté sur Yves Montand, Depardieu et Piccoli, on va faire prochainement. Je me suis intéressé à Serge Reggiani, Stéphane Audran et Marie Dubois. Ouais. Voilà, parce que les femmes ont énormément d'importance dans le film, on y reviendra tout à l'heure. Juste Alors, rajouter un Serge. truc Attends, vas-y. Ouais. Oui. sur Serge Gianni, mais ceci dit, peut-être tu vas le dire, alors je te laisse, pardon. Non, mais vas-y, parce que si ça fait... Non, Serge Reggiani était prévu pour jouer le rôle de Vincent au départ. C'est ça, voilà. Et malheureusement, il sortait de quelques échecs au cinéma et les producteurs n'en voulaient pas. Et la grande classe d'origine. Même sauter, s'interroger sur l'image de Reggiani. Ouais, le lead rôle. Qui était un peu loser, quoi, déjà. Et il trouvait que, à la mais ils sont restés longtemps sur le personnage de Reggiani. Ils bloquaient un peu et tout d'un coup, ils se sont dit que ça serait plus fort si on prenait un battant victorieux qui devenait loser. Ça m'était jamais arrivé. Et là, forcément, sortant de César et Rosalie, il a pensé à Montand tout de suite, quoi. Parce que Montand, c'est vrai qu'il est dans la même thématique que dans César et Rosalie dès le début du film, bien sûr. Un tiers, tu demandes le cash. Je veux pas avoir une traite sur ce bureau. Allez, en petite foulée. Sinon, si vous prenez l'apéritif, c'est toi qui paie, hein. Albert! Et c'est Dabadi qui doit aller voir Reggiani pour lui annoncer la nouvelle. Et Reggiani est persuadé de ne pas être dans le film. Mais en fait, il prend ça de façon cool. Il fait, c'est notre métier d'artiste, c'est comme ça, il prend ça avec philosophie. En pensant à aucun moment être dans le film. Et finalement, il sera, puisqu'il va lui donner le rôle de Paul. J'ai un article à finir, alors je l'ai fini. Donc, Serge Reggiani est un acteur-chanteur né en Italie le 2 mai 1922. Son tout premier film, ce sont Les Disparus de Saint-Agile, il joue le rôle d'un élève. Évidemment, on pense à Casque d'Or en 1952 de Jacques Becker. Il a tourné avec les plus grands, Duvivier, Guitry, Melville, Chabrol, Ferreri, Costa, Angelopoulos, Claude Lelouch. Il joue dans le Napoléon de Guitry, Marie-Octobre, Le Guépard, Le Doulos. Alors j'ai une petite anecdote sur le Doulos, c'est Paulette Breil qui m'avait raconté ça, la costumière de Jean-Paul, parce qu'elle a un petit rôle où elle joue le rôle d'infirmière qui doit soigner Reggiani. Et Jean-Paul et Reggiani n'arrêtaient pas de faire le con sur le plateau, ce qui a exaspéré Melville. Il a sorti, pourtant il était mourant dans le lit, Reggiani. Il a fait sortir les deux. Et Paulette Breil, elle était avec la pauvre, elle était avec sa perfusion comme ça. Elle a joué sa scène toute seule. Et moi, je me souviens du lit dans Les Aventuriers, L'Armée des Ombres, Le Bon et les Méchants. Voilà. Il retrouve Piccoli dans un de ses derniers rôles, dans Mauvais Sang de Oscarax. Et après Le Guépard et les Aventuriers, il retrouve Delon une dernière fois dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Il a une très belle scène au parc, dans un parc, je crois que c'est le parc Montsouris. Et il décède le 22 juillet 2004 à l'âge de 82 ans. Je voulais aussi parler de Stéphane Audran. Attends. Avant que tu passes aux femmes, on va rester encore un tout petit peu sur Serge Reggiani. Oui. Et je voudrais en parler avec Jean-Pierre, parce que chanteur exceptionnel aussi, comme Montand. Donc, ce sont des gens qui ont cette personnalité, qui savent tout faire à l'américaine, et qui ont cette personnalité de pouvoir. C'est pas facile quand on est un chanteur. Reggiani, il a commencé dans la chanson ou dans l'acting? Non, dans le cinéma. Dans en le fait, cinéma, il vient à la chanson grâce à Dabadi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que Dabadi lui écrit des chansons et genre Le Petit Garçon, tout ça qui lance en même temps quasiment que Les Choses de la Vie, ou même avant, un peu avant d'ailleurs, c'est 67-68, il lance la carrière de chanteur de Reggiani qui à l'époque tout d'un coup passe au premier plan en tout cas comme chanteur. Ça rajoute, comme justement au cinéma, c'était souvent des rôles secondaires, tout d'un coup la France le connaît comme chanteur et ne fait le lien avec l'acteur qu'après, quoi, quasiment. Bien sûr, et puis il a la même émotion que Brel tout d'un coup dans certaines de ses chansons, tu sais, il suffirait enfin toutes ces chansons on s'en rappelle. Voilà. Les trois quarts sont écrites par Dabadi. C'est fou. D'ailleurs, Dabadi à cette occasion. Excuse-moi, Jean-Pierre, les loups sont entrés dans Paris, c'est pas Dabadi ça. Tu sais là. Ça me semblait antérieur, comme je pensais qu'il avait commencé peut-être avant. Non, c'est le même album.
Ah, petit extraordinaire. garçon, Ah, c'est les fou, loups, c'est tout fou. ça, c'est le même album. Ah bah c'est extraordinaire. Jeff, pardon. Et Davadi, ouais, au moment de Vincent François Appelle les autres, il a écrit une chanson qui a un lien avec le film, qui s'appelle La chanson de Paul. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il écrit les paroles, c'est un peu son écrivain alcoolique. Donc, c'est un lien évidemment avec Avec le son film. personnage. Ouais. Ouais. Et c'est bizarre, c'est que les trois acteurs sont. Alors, il y en a deux qui sont nés en Italie, c'est Reggiani Montan et Piccoli qui est d'origine italienne. Et Piccoli disait, moi, je parle pas du tout italien. À la fin de ma Et, carrière, quand j'ai fait le film de Nanni Moretti, Abeus Papam, je me suis mis à l'italien, mais sinon, je ne parle pas du tout italien. mais C'est- Sauté dit qu'il ne s'en est aperçu qu'au moment du tournage, qu'il n'avait Ouais. pas fait le lien que c'était trois Italiens. Après, il dit, bon, je l'ai un peu payé sur le tournage parce qu'ils étaient tous en compétition complète, les trois Italiens. C'était Mais en compliqué plus, à gérer. tu as quand même Umberto Orsini et Antonella Lualdi, puisque c'est une C'est coproduction une production franco-italienne. italienne. Je ne le trouve plus à la maison, il y a de l'autre maintenant. Tu es arrivé depuis quand? Ah, depuis 3 jours. Julia. Bienvenue. Merci. Comme tous les films français de cette époque, parce que même tu remontes aux films des années 60, je sais pas quand. Je sais pas si c'est parce que les stars françaises étaient des stars en Italie et en Europe aussi, mais Oui. tous les films sont des coproductions et tu as toujours des acteurs italiens qui parlent le français avec avec un accent assez prononcé, on va dire. C'était l'âge d'or du cinéma italien, surtout, à l'époque aussi. Ouais. Donc, Ou qui C'est sont ça que tu doublés, parles, oui. bien sûr. Mais Umberto Orsini, dont on va parler un petit peu, et on va parler de tous les acteurs, même si on va pas s'étendre sur mon temps, parce que je voudrais quand même juste dire brièvement que moi, c'est là où je le préfère, c'est quand même dans les films de Sauté ou aussi dans les films de Costa Gavras. C'est-à-dire quand il est plus dans une veine plus sérieuse que dans le côté un peu grotesque au griffe, mais c'est plus un goût personnel. Mais je trouve que Sauté l'utilise de façon merveilleuse parce que justement, il a ce côté méta, tu sais, mise en abîme des grands castings où tout d'un coup, on reconnaît Montand, mais il se sublime à travers le personnage. Et il n'a pas peur de montrer ses failles. Et vous me dites ça maintenant? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y a 15 jours, on avait décidé de la remporter. On l'a dit. Mais quand il a dit, vous l'avez dit, ne me dites pas non. Là, Ah oui, dans le film, il est bouleversant. surtout dans ce film-là. Dans ce film-là, Ouais. il y a des restes du César de César Rosalie, la manière qu'il a comme ça mais les moments où il est abattu, il est extraordinairement émouvant. Il est c'est fou. incroyablement émouvant et humain, quoi. Et et il joue le jeu parce que c'est quelqu'un de très orgueilleux quand même il accepte de se montrer vulnérable et il est jamais aussi fort que dans ces moments-là. Et ce qui est fort dans le film, c'est que, alors on ne connaît pas leur passé, on ne le voit pas en tout cas dans le film, mais tu sens que Montand, ça a été le leader dès le départ, de leurs années de fac sûrement, etc. Tu vois, ils étaient tous envieux de lui, de sa réussite pendant 30 ans. Et on sent que Piccoli, le personnage de François, ça ne le gêne pas tant que ça de le voir vaciller, alors pas d'un point de vue santé, hein, mais d'un point de vue couple, d'un point de vue boulot, etc. Et tu sens une forme de jalousie quand même entre François et Oui, un Vincent, peu. entre les deux. Et tu vois que lui, Vincent, il s'est nourri justement du regard des autres, parce c'est le leader charismatique, etc., à qui tout réussit. Il a une jeune maîtresse, son entreprise marche bien, etc. Et, euh, et je pense que Piccoli avait dû avoir une forme de jalousie silencieuse pendant toutes ces années. Et d'ailleurs, il n'hésite pas, au moment où Montand vient lui demander de l'argent. Il avait essayé de me taper. Beaucoup? Je sais. Tu lui as même pas demandé. C'est le premier à dire putain, il a voulu me taper de l'oseille, tout ça. Il était vraiment. Bon, jusqu'à ce qu'évidemment, il arrive ce problème de santé, là, évidemment, il va s'occuper de lui quand même, ce qui est la moindre des choses. Mais, et d'ailleurs, entre Piccoli et Montand, il y avait quand même une petite Bien sûr. parce que même Piccoli dit en interview, Montand était meilleur chanteur que comédien. Il n'aimerait pas que je dise ça, mais c'est comme ça. Non, il y avait une sorte, et puis il y avait une sorte de rivalité aussi sur acteurs engagés, hommes de gauche, l'un et l'autre. Il y avait quelque chose. Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, je me souviens, je crois que c'est Sauté qui me racontait que la scène du gigot où Piccoli s'énerve après Montand quand il lui dit ta gueule, Écoute, François, ta gueule, toi. Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde. que c'était aussi nourri des rapports de Piccoli et Montand. Mais bon, après, à la fin du film, ils étaient tous contents d'avoir été ensemble et fiers de l'avoir été et tout ça, quoi. Oui, Mais ça participe de l'alchimie, justement, c'est tous Bien ces sûr, problèmes bien sûr. sur le plateau. Mais moi, je voudrais parler un petit peu justement du travail de Claude Sauté qui a repéré
Piccoli, depuis un certain nombre d'années, il l'a vu dans le Doulos et il l'a vu grandir en tant qu'acteur, où tout d'un coup c'était un second rôle, en tous les cas même presque un figurant, et il a commencé à prendre du poids. Mais par contre, Piccoli, c'était pas. J'en discutais avec Marc, on avait fait un dîner à Cannes, je me souviens. Ouais. C'est un des rares acteurs, un acteur lead, hein, à n'avoir jamais fait la couverture de première. Et moi, j'étais sûr. Et Marc me dit non, ça aurait pas été vendeur de mettre Piccoli en. Mais même de studio, jamais. Mais pourtant, on l'aimait bien. Hein. On a fait pas mal d'interviews avec lui. Est-ce que tu as connu tous les 4 sur l'affiche derrière Jeff, Reggiani et Piccoli aussi, bien sûr. Alors, Reggiani, pas beaucoup. Ah, voilà, c'est ça que je veux. Parce que Depardieu, je sais, et Montand aussi. Piccoli, oui. Piccoli, moi, j'ai le souvenir d'une interview incroyable. Il habitait à l'époque avenue MacMahon, au-dessus du cinéma MacMahon. Et d'ailleurs, le directeur que j'ai vu il n'y a pas très longtemps me disait il lui arrivait de descendre par l'escalier de service en robe de chambre pour venir assister à des séances. Donc, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est C'est vrai. trop beau. Et c'est un appartement qu'il était en train de déménager, donc à moitié vide, avec les derniers meubles qui restaient empaquetés. Et, euh, et il avait plein de coups de fil parce qu'à ce moment-là, il jouait au théâtre avec Chéreau. Il dit oh non, toutes ces vieilles journalistes de théâtre, moi je m'en fous, je m'en fous. Et moi j'étais tout jeune et tout, et j'étais très fier qu'il dise ça et qu'il me parle pendant ce temps-là. Voilà, c'était un petit moment de vanité. Mais et puis, je l'ai vu sur des tournages et je l'ai vu aussi dans des spectacles. Je me souviens d'une rencontre, même pas d'une interview, d'une rencontre à Avignon pendant qu'il jouait Comte d'hiver dans la Coupe d'honneur. Tout ça, c'est quelqu'un assez sarcastique, mais en même temps assez aimable et bienveillant. Ouais, En c'est tout cas merveilleux. avec nous. En tout cas avec nous. Et quelle Quand on a fait quelle palette. quand on a fait la célèbre photo des 177 hectares, je sais plus, maintenant les souvenirs se mélangent, je sais plus si c'est Marc ou si c'est moi qui l'avons accompagné à sa place et on l'avait placé assez haut. Ouais. Et donc, on monte les escaliers, donc soit Marc, soit moi, je sais plus. Il dit ah ouais, vous m'avez mis très très haut quand même. Et là on lui dit Ah oui. oui, mais Depardieu est juste là. Il dit ah ben alors, je ne peux rien dire. Avec sa barbe, Gérard. Bien sûr, Gérard il tournait Rodin, oui Rodin. Ah ouais, avec Camille Claudel. Vous devriez faire un téléfilm de la création de cette photo, comme The Offer. La genèse. La genèse. Bon, du coup, on n'a pas laissé Jeff parler de Stéphane Oui, Audran. non, mais il va revenir. Oh, C'est ça une va revenir, émission on a le temps. aussi Ah bon versatile que Piccoli et aussi, vas-y, élastique. À toi, Jeff. Je vais partir, tu sais. Oui, moi aussi. Non, je veux dire. Je vais quitter la France. Ce film, alors, c'est Vincent, François, Paul, mais si en façade il y a les hommes, il y a quand même, je trouve, l'épine dorsale du film, c'est l'importance des femmes, puisque ce sont elles, on va en parler tout à l'heure, qui quittent les hommes, ce qui est assez rare à l'époque dans ce cinéma-là, tu vois. Et là, Sauté, évidemment, prend des Stradivarius, des actrices exceptionnelles. Et je trouve que malheureusement, elles sont oubliées aujourd'hui. Voilà, Stéphane Audran, elle est morte un peu dans l'indifférence générale quand elle est partie. Et pourtant, quelle actrice! Donc, Stéphane Audran, voilà, était né Colette d'Asheville le 8 novembre 1932 à Versailles. Et quand j'ai dit carrière, c'est-à-dire que fin des années 50, elle a commencé sa carrière avec Romer, Jacques Becker. Et sa rencontre avec Chabrol a été essentielle dans sa carrière, elle l'a toujours dit en 59. Et ça a changé le cours de sa vie, c'est-à-dire qu'en l'espace de 12 ans, ils ont fait 15 films ensemble, ce qui est quand même énorme avec Chabrol et Audran. Et au total, c'est près de 23 ou 24 films. Évidemment, on va parler de La femme infidèle, Le Boucher, qui est un sommet de la carrière de Chabrol. Et elle a tourné avec Buñuel, Labro, Lautner, Tavernier, Claude Miller. Beaucoup de second rôles aussi. Mort d'un pourri, donc Coup de torchon, Mortelle randonnée. Elle a tourné 2 fois avec Samuel Fuller. Il y a un certain Robin Davis dans Le Choc. Et en 1987, alors qu'elle est un petit peu délaissée par le cinéma, elle revient dans un premier rôle, dans un très joli film danois qui s'appelle Le Festin de Babette, qui aura l'Oscar de meilleur film étranger. Et elle gagnera aussi le César du second rôle dans Violette Nozière de Chabrol. Et cette grande actrice nous quitte un peu dans l'indifférence générale le 27 mars 2018. Voilà, je l'avais rencontrée à l'occasion du Festival Lumière à Lyon et j'ai eu l'occasion de lui dire toute l'admiration que j'avais pour elle. Voilà. Je peux aussi vous dire quelques mots sur Marie Dubois. Volontiers. Elle est formidable dans le film. Voilà. Alors, Marie Dubois était née le 12 janvier 1937 et comme Stéphane Audran, commence sa carrière fin des années 50.
avec Truffaut dans Tirez pas sur le pianiste. Elle a fait Jules et Jim avec lui. Elle a tourné avec Rohmer, Godard à cette époque, Lautner aussi, un des premiers Lautner. Elle a fait 3 films avec Jean-Paul Belmondo. Elle avait fait La chasse à l'homme, Le voleur et Week-end à Zuidcote. Elle a fait le film inoubliable Les Grandes Gueules, qui se passe dans une série. Donc c'est bien de prendre du bois quand tu fais un film dans une série. Hein. Et elle a fait vraiment La Grande Vadrouille, inoubliable Grande Vadrouille, Le Serpent. Alain Corneau la dirige dans La Menace, pour lequel elle aura le César du second rôle. Alain Resnais fait Mon oncle d'Amérique. Claude Sauté la reprend pour Garçon. Et elle a fait un petit film, j'en parle pour mon ami Richard Anconina, je le penche à chaque fois avec ça, un film totalement inconnu aujourd'hui, personne ne le connaît, qui s'appelle L'Intrus d'Irène Joannet. Je connais ce film uniquement grâce à Pierre Tchernia, parce que je regardais toujours Mardi Cinéma en cachette et il parle de ce film-là, que tout le monde a oublié, que personne n'est allé voir, mais il en connaît. C'est le seul à me parler de ce film aujourd'hui. Et malheureusement, elle a été atteinte de sclérose en plaques dans les années 80. Elle s'engage publiquement dans le combat pour faire connaître cette maladie. Et elle tourne évidemment moins. Un de ses derniers films, c'est Les Caprices d'un fleuve de Bernard Giraudot. Rien ne va plus de Chabrol, qui est resté fidèle. Et elle nous quitte le 15 octobre 2014 à l'âge de 77 ans. Et c'était la femme de Serge Rousseau, qui était un agent. Oui, l'agent de Patrick. C'est lui qui a découvert un peu la jeune génération, enfin, même Devers, Depardieu, Sandrine Bonner, tout ça. Il était très à l'écoute des jeunes talents, en tout cas. Et ça a été un des piliers d'Art Média. Ouais. Les femmes du film sont magnifiques parce que tu as aussi Ludmilla Michael, tu as, comme disait Antonella Lualdi, et Catherine Allégret, la fille de Simone Signoret. Je vois le médecin demain parce que ça fait 15 jours. Faudrait que je t'épouse alors. T'es pas obligé. C'est une formidable actrice, elle a une présence, elle est... ouais. Puis, elle est belle. Et elle va bien avec Depardieu, je trouve. Ils ont le même âge à peu près à l'époque, tout ça. Parce que ce qui est rigolo quand on parle des femmes, et c'est vrai qu'elles ont un rôle incroyable dans le film, et elles sont, c'est elles qui, elles regardent les hommes se défaire alors qu'elles ont l'air, mais comme souvent dans les films de sauté. Souvent dans les films de sauté, on a affaire à des hommes qui fuient, à des hommes qui doutent, et des femmes qui sont assez solides et qui servent assez de guide souvent. J'en loupe pas une, moi, c'est terrible. Je suis vraiment le dernier, là. Non. Je t'aime. Je me demande comment tu fais. Et ce qui est amusant, j'ai regardé ce matin par curiosité la différence d'âge. Et quand même, Piccoli, il a 49 ans. Et sa femme, elle a 37 ans. Montand, il a 52 ans. Bon, Michael, elle a 27 ans. Il y a que Reggiani où c'est à peu près... Il y a quand même 10 ans de différence. Il a 52 et Antonella Lualdi, 43. Donc, Mais les dialogues que leur écrit Dabadi aux femmes, hein, parce que c'est rare que les femmes quittent les hommes dans le film, surtout à cette période-là. C'est le début des mouvements militants des femmes, même si les femmes ne sont pas militantes dans le film, mais elles ont leur caractère. Clovis me trompe de temps en temps. À partir du moment où je sais pas, quelle importance. Moi, je suis comme ça. T'as Marie Dubois qui dit à Piccoli, tu m'entretiens, mais tu me fais pas vivre, tu nous méprises. Et Ludmilla Michael qui fait, tu vieillis et moi j'ai 25 ans. On est de plus en plus loin, Vincent. C'est peut-être parce que tu vieillis et que moi j'ai 25 ans. Putain, ils se prennent ça dans les dents. Et je trouve que c'est des portraits, justement, la condition de la femme a évolué, parce que c'est quand même le droit de divorce avec consentement, le droit à l'avortement, ça, il évoquera ça dans une histoire simple. Mais en tout cas, c'est un constat de l'émancipation des femmes à cette époque. Alors, Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Et là-dessus, Sauté était précurseur, quoi. C'était quand même quelqu'un qui a écrit des grands rôles de femmes, justement, avec Romy. Et je trouve vraiment que c'est l'épine dorsale du film, alors que c'est vrai que c'est eux qui sont à l'affiche, c'est leur nom sur le titre, mais c'est les femmes qui dirigent un petit peu tout ça, parce que ce sont elles qui quittent les hommes, et évidemment qui font leurs blessures, quoi, et leurs fêlures. Et je trouve que le personnage de Vincent, il est très, très marqué. C'est impressionnant la façon dont le film, le silence, les regards. Je trouve qu'il y a une scène qui est très drôle, c'est la scène des lettres. Bon, évidemment, on va parler de la scène du gigot. Mais la scène, quand Montand leur demande d'écrire des lettres à chacun. Des lettres, pourquoi? Il fait, pour dire que j'étais quelqu'un de bien, que tout allait bien, que j'étais gentil. Non, je crois pas, non. Il fait, si, je crois. et quand Reggiani, il prend Reggiani, il lui donne une feuille, il dit, tiens, toi qui es écrivain, tu vas être inspiré. T'écris? Bah oui. T'écris quoi? Attends, pour l'instant, j'ai mis la date. Et tu vois le regard de Piccoli qui est derrière et qui a un petit sourire moqueur, un sourire en coin.
Mais ils restent tous parfaitement dans leur personnage et c'est là où l'humour surgit quand même dans un film qui est très sérieux. Oui, bien sûr. C'est qu'il y a quand même cette légèreté qui est peut-être due à Dabadi, comme tu disais précédemment, mais qui est la vie en fait. C'est formidable, quoi. Oui, mais les personnages de femmes, en même temps, ils sont extrêmement bienveillants. C'est-à-dire la manière dont Stéphane Audran recueille Montant totalement perdu et tout ça, et il débarque chez elle quasi au milieu de la nuit. Et puis le fait qu'après elle retarde son voyage, même si elle est sûre qu'elle va le quitter, qu'elle va pas reprendre avec lui, mais il y a quand même un regard assez tendre quand même. Alors Marie Dubois, bon, elle le quitte vraiment pour le bel Italien qui passe, mais il y a quand même il y a une espèce de tendresse dans tout le film, entre les hommes et les hommes, et entre les hommes et les femmes quand même, et entre les femmes elles-mêmes, qui sont très complices. Et c'est d'ailleurs Stéphane Audran, par l'intermédiaire de son beau-père, qui va l'aider financièrement. Bien sûr. À Montant, ouais, bien sûr. Mais je voudrais revenir un petit peu sur Claude Sautet, Jeff. C'est que effectivement, je savais pas qu'il avait commencé dans la sculpture et qu'il avait cet amour du jazz. Non, pas vraiment. Vas-y. Laissons parler les spécialistes. Hein. Bah oui, c'est une question. La sculpture, enfin si, en fait, poussé par sa mère qui est sûre qu'il a une dimension artistique. Elle pousse à rentrer aux Arts Déco et il fait un diplôme de sculpture. Mais comme il dit, c'est impossible d'en vivre. Donc très vite, et c'est elle qui le pousse à faire l'IDEC. Qui était l'ancêtre de la Fémis, la grande école de cinéma de l'époque. Et là, il aura une espèce de révélation en disant c'est un moyen par lequel moi je peux m'exprimer. Et il sera un des premiers assistants les plus demandés. C'est ça, il apprend son métier par l'assistanat et devient. C'est ça. Il a fait l'IDEC et puis après il devient premier assistant. Mais le jazz, ça l'accompagne depuis le milieu de la guerre où il a découvert le jazz. Et c'est quelqu'un. Lui, il disait que dans ses rapports avec Philippe Sard, qui a été son compositeur attitré sur tous ses films. Voilà. Que Philippe Sard était plutôt un cinéaste et Sautet plutôt un musicien. Sautet, il a découvert la musique quand il était pensionnaire dans une école religieuse. J'espère que c'était pas comme Bétaram, mais en tout cas, il a découvert la chorale et Bach. Et ça, il dit que ça l'a transformé, que Bach et la chorale. Et après, il a découvert le jazz et il faisait très bien le pont entre Bach et le jazz. Et après, ça a été un fou de jazz, effectivement. Il a même écrit des papiers dans Combat à l'époque sur le jazz. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as? Cette fois, je suis coincé. Sauté n'a jamais eu d'autres projets, Jean-Pierre, avec Depardieu? C'est quand même, ça aurait été évident, il le fait débuter, parce que Depardieu a fait des valseuses en 74, mais était totalement inconnu au moment de Vincent François Paul les autres. Alors, ce qui est amusant sur Depardieu, c'est que quand Sauté fait le casting de César et Rosalie, il cherche David. Je vais vous dire la vérité, César. J'aime Rosalie. Et Jean-Louis Livy lui dit, mais va voir un jeune acteur que j'ai vu il y a 3 jours au théâtre dans les Galapagos avec Bernard Blier, c'est incroyable. Et donc, Sauté reçoit Depardieu et il lui dit, non, pour David, vous êtes trop jeune pour faire David, mais ce qui se dégage de vous est incroyable, je vous promets, je vous ferai tourner. Et 2 ans après, il l'appelle pour Vincent François Paul et les autres. Voilà. Et petite anecdote pareille, c'est qu'à ce moment-là, pour le casting de César et Rosalie, vient un autre jeune acteur qui s'appelle Patrick Devers et qui, lui, vient caster pour l'ami de David. Bernard Lecoq, ouais. Vous avez qu'à dire, les mecs, moi je vous le fais. Tu vois, parce que c'est ça. Oui. Et Devers arrive comme il était à l'époque, genre cheveux longs, veste en jean, tout ça. Et Sauté lui dit non, ça va pas le faire quand même. Donc, et Devers s'était présenté tout seul, c'est-à-dire il avait entendu parler du casting, il y était allé comme ça, sans rien demander à personne. Et du coup, il revient une semaine après habillé en costume cravate. Et Sauté lui dit non, je suis désolé, ça va pas plus le faire, mais je vous ferai tourner. C'est sûr que je vous ferai tourner. Il y avait un rendez-vous de prix, ouais. Et quelques années après, il fera Un mauvais fils avec lui. Ouais. Vous croyez qu'on ne te reverrait plus? Je suis là.
Bien sûr. Magnifique, mauvais fils, magnifique. Ouais. Magnifique, ou c'est extraordinaire parce que je dois en parler parce que toi-même, Jean-Pierre, a une des moustaches légendaires de l'histoire du cinéma, comme Patrick Devers ou comme Errol Flynn. Donc je voudrais juste parler il paraît qu'il a rasé sa moustache pour un mauvais fils, qui était une façon d'accepter de se dénuder pour un film. C'est étonnant. Il l'a fait avant que Sauté lui demande. C'est-à-dire Sauté disait à sa femme... Mais attends, mais moi j'ai une question à te poser aussi, Jean-Pierre, parce que est-ce que c'est pas parce que si tout d'un coup il avait eu une moustache avec Yves Robert qui avait une moustache d'un coup, c'était Luigi et Mario, c'était pas possible quoi. Et tu vas pas demander à Yves Robert de raser sa moustache. Peut-être, ça je ne sais pas. Je peux. Mais c'est vrai que bon, le film est un extraordinaire succès critique et public à l'époque. Et le plus grand succès de Sauté, non? Non, c'est Les choses de la vie. C'est Les choses de la vie. Les choses de la vie, c'est genre 3 millions et celui-là, c'est 2008 ou 2,8 millions, quelque chose comme ça. D'accord. Et ça sera les deux plus grands succès de Sauté, oui. Et on a une tradition de kino quiz, de petits questionnaires dans le show, Jean-Pierre. Donc... Alors ça, je suis nul à ça. J'ai l'esprit d'escalier, je ne trouve c'est un truc très simple. J'ai fait du basique. Je ne trouve les réponses qu'après. Je ne trouve les réponses qu'après. Jeff est un grand spécialiste, mais j'en ai préparé un. Mais Jeff, c'est un champion, Jeff, là-dessus. J'en ai préparé un pour toi, Jeff, et pour toi, Jean-Pierre, bien sûr, qui est quels sont les deux autres films où Depardieu joue un boxeur, en sachant que je trouve qu'il est moins crédible en boxeur que Devers, qui a été vraiment boxeur dans la vie. Il n'a pas le corps d'un boxeur, Depardieu, c'est différent. Mais quels sont les deux autres films où il a joué un boxeur? Comment ça s'appelle? Rosy Labourasque. Rosy Labourasque, c'est pas, il est catcheur peut-être. Rosy Labourasque, il est pas catcheur. Il est catcheur dans Rosy Labourasque. Oh là là. C'est pas mal, c'est un bon début. Rêve de singe, non? À New York, il n'est pas boxeur. Non. Bon, je vous donne la réponse. Non, aide-nous. Barocco de Téchiné. Ah, oui, Barocco, mais oui. Honte à nous. Et honte à nous, ça ouvre le film avec Adjani qui vient le voir sur le ring. Voilà, et plus difficile, dans Maison de retraite, rôle que devait faire Jean-Paul, il joue un boxeur. Il est à la retraite, c'est vrai. Mais bien sûr, mais bon. Ah, mais Barocco, c'est ça, on aurait dû trouver. Barocco, oui, c'est honteux de l'avoir oublié. Mais je vous dis, moi, j'ai l'esprit d'escalier, donc... Non, moi, mon quiz est beaucoup plus simple. Je vous ai préparé un quiz. C'est des titres de films où il y a deux prénoms. Oh là là. César et Rosalie. Il n'y a que ça. Hein. Donc, je vous donne le nom du réalisateur et il faut trouver. D'accord? Moi, donc, c'est-à-dire, si je vous dis Claude Sauté, c'est César et Rosalie. D'accord? Voilà. Et si tu dis Ridley Scott, c'est Thelma et Louise. Bravo. Voilà. François Truffaut. Les débuts. Putain, je sais plus. Non, mais moi, je ne sais pas faire ça. Jules et Jim. Jules et Jim, mais oui, mais bien sûr, mais tu vois. Allez, deuxième tentative. Black Edwards. Moi, je ne pense qu'à nul. Comédie musicale. Je vous aide. Ah oui, Victor Victoria. Bien. Ingmar Bergman, ça tu vas trouver, Jean-Pierre. Mais non. Fanny Alexandre. Mais oui, mais je ne peux pas. Claire de Verre. Moi, j'en ai un. Jeff, j'en ai un avec 4 noms, c'est plus difficile. C'est Jérémy. Bob Carroll, Ted et Alice. C'est Jérémy. Bob Carroll, Ted et Alice. Voilà, Bob Carroll, Ted et Alice, allez le dire, bravo. Non, mais c'est un truc à deux noms. Allez, deux derniers. Un qui a eu le César du meilleur film. Ça, c'est plus compliqué. C'est pas ma spécialité. Je pense qu'il y a des films où il n'y a qu'un seul prénom. Genre non, Thérèse. C'est long, justement. Ah non. Allez, un film tourné à Marseille, Jean-Pierre. Marius et Jeannette. Oui. Et le dernier, ça, c'est pour Jean, Palme d'Or à Cannes. Ah ouais, c'est Laure et Lula. Oh. Bon, il va falloir réviser, les gars. Hein. Moi, je vous avais dit que j'étais nul à ce jeu-là. Je suis vraiment nul à ça. De toute façon, j'ai une commande. Oh, quoi? Ces scènes dans la maison de campagne, là, une fois qu'ils sont en train de réparer le cabanon, et je trouve que la scène où Reggiani leur annonce qu'il a une commande de livres, ils vont entendre « Oh !» Tout content. Oh. Mais il est dépité complètement, Reggiani, tête basse. Il leur dit ouais, c'est des mémoires de Delia Moresco, une danseuse roumaine qui a une jambe mécanique.
Et au moment où il dit ça, moi j'aime bien regarder les arrière-plans. T'as Piccoli qui est en train de visser un truc et qui fait des yeux énormes. La danseuse roumaine qui a une jambe mécanique. Ah, bah c'est bien ça. Énorme, énorme. Ils se foutent un peu de lui alors qu'ils essaient d'être bienveillants. C'est bien. Mais vraiment... après, ça reviendra dans la scène du gigot où il dira j'en ai rien à Ça foutre. revient. Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et ce qu'avait dit Jean-Claude Sussfeld, ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est que le ta gueule que balance Piccoli à Montand, c'est pas Vincent qui le dit à François, c'est Piccoli qui le balance à Montand. Bon, parce qu'il le gonfle, parce qu'il n'y en avait que pour lui. Il appelait le film Vincent. Du Montand. Il donnait jamais les autres prénoms. Et à chaque fois, il j'étais bien. À ce propos-là, il y a une vraie histoire. C'est qu'un jour, Montand appelle Sauté et lui dit mais le titre, là, Vincent, François, Paul et les autres, c'est trop compliqué. Ça sonne pas bien. On devrait juste dire Vincent et les autres. Et Sauté dit bah, non, 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 non. J'adore ça. Il y a souvent des matchs de foot dans les films de potes, et ce match de foot, là où justement Reggiani et Yves Montand, il fait la passe et il marque le but à Piccoli. Oh, moi, c'est deux cons, là! Et puis Yves Montand, il dit, beau but, hein, mais tu as vu la passe que je t'ai fait, il ramène tout à lui, Montand. L'un des plus beaux buts que j'ai jamais vu. Remarque, je t'ai bien servi, hein. T'as vu ça? Regarde-moi ces deux cons. Passe la balle. On retrouve ça dans les films de Dabadi, écrits par Dabadi, où tu as le terrain de tennis dans l'éléphant. Là, cette fois-ci, tu as la maison de campagne. Tu as aussi une partie de basket dont on ira tous au paradis, tu sais. Donc, c'est effectivement cette façon toujours de réunir ces groupes de gens. Même Marc dans Le Cœur des Hommes. Il jouait au foot quand il était plus jeune, il jouait au foot. D'ailleurs, là, il joue juste au loto sportif. Ouais, là, il joue au loto sportif. Mais quand il dit toi, tu es goal, goal, c'est un poste de droite. Oh non, quand tu mets Piccoli au goal, c'est pas un poste de droite. Hein, donc, ça, c'est la différence entre Le Cœur des Hommes et le film de Sauté. Et c'est vrai, il joue au loto sportif dans le film de Marc, c'est vrai. Et j'aime bien dans cette scène au début, ils sont en train de jouer au foot, l'insouciance, tout ça. Et les gamins qui ont mis le feu, qui ont fait un petit feu de camp, et ça crame tout le cabanon. C'est la cabane. C'est l'affolement général dans le truc, ils arrivent tous avec l'extincteur et tout. Mais encore une fois, c'était un peu irresponsable de la part de Claude Sauté de mettre Marie Dubois à côté d'un feu. Ça continue. Hein. Excuse-moi, Jean-Pierre, hein, je suis pas responsable. En fait, je ne mets pas Marie Dubois à côté d'un feu. Ce que j'aime bien, c'est que Jean-Pierre m'écoute attentivement. J'essayais de comprendre où il voulait en venir, là. Ça me paraissait... je me disais, mais... Et ces scènes à la maison de campagne, c'est le château de Pomereuse, pour ceux qui veulent y aller. Ouais. Et Sauté disait qu'il aimait pas beaucoup le décor, que lui il préférait une autre maison, mais que son chef-op et le premier assistant Jacques Santi, un des fameux chevaliers du ciel, était penché pour cette maison-là en lui disant que ça serait beaucoup plus simple. Et une fois que le choix a été déterminé, il s'est aperçu qu'en fait c'était une maison qui était à côté de là où il venait passer ses vacances quand il était adolescent. Et c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans ces films. La maison de Noirmoutier, qu'ils ont mis des mois, des semaines et des mois à trouver. Une fois qu'elle a été trouvée, pareil, il a découvert que c'est là où c'était à quelques kilomètres de là où il venait passer ses vacances d'été. C'est assez... Fou. Lui-même, il se disait c'est des coïncidences troublantes. Ça veut rien dire, mais c'est quand même... Mais il y a tous ces décors naturels, effectivement, plus les cafés et tout ça, qui font cet instantané merveilleux des années 70. On se retrouve tout d'un coup à avoir une capsule temporelle sur une époque qui est révolue. Et c'est merveilleux. On en parle souvent dans l'émission, justement, de ces films, parce on revient souvent aux années 70. Et dans les années 70, tout le monde fume. T'as vu, en fait, la cigarette devrait être créditée au générique parce qu'ils ont tous tout le temps des cigarettes et même parfois, t'as vu, non allumées dans la bouche. File-moi du feu, hein. Qui pend comme une espèce d'accessoire. Et c'est comme, tu sais, les Américains font ça avec des cure-dents. C'est très acteur studio, ça, de se servir des accessoires. Et la cigarette, c'est l'apothéose dans les années 70. D'abord parce qu'à l'époque, quasiment tout le monde fumait. Et sautait beaucoup. Lui-même, il vraiment beaucoup. Ouais. Et il y a même une scène dans César et Rosalie où Piccoli, qui parle avec son fils, allume une cigarette avec celle qui vient de terminer. Et Piccoli disait qu'avant Sauté, il fumait quasiment pas. Et que c'est Sauté qui raconte que
Piccoli, il aimait beaucoup s'occuper de ses propres costumes. Ouais. Et donc, Sauté le découvre aux essais costumes, il vient avec le costume. Et en fait, Piccoli s'était habillé exactement comme Sauté le jour de leur première rencontre. Et en plus, il fumait la même marque de cigarette que lui, qui était celle-ci. Extraordinaire. Et Piccoli dira que c'est à cause des films de Sauté qu'il a fumé, quoi, quasiment. Ah, mais j'adore ça, mais ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le mimétisme des acteurs avec leur metteur en scène. Tu regardes tout d'un coup, t'as Mastroianni notoirement avec Fellini, mais tu regardes tout d'un coup Cronenberg, où t'as Jeremy Irons, il se fait la tête de Cronenberg dans Deux faux semblants. Et même, je veux dire, t'as plein d'acteurs comme ça qui deviennent leur metteur en scène. Piccoli et Sauté, c'est frappant. Il y a des Ouais, c'est photos fusionnel entre eux, ouais, ça se sent. Il y a des photos sur Mado où il y a la même photo avec Sauté et la même photo avec Piccoli. On a l'impression que c'est les mêmes. Et on n'a pas parlé des films de fin de carrière. Et Serrault Voilà. et Sauté Exactement, j'allais le dire. sur Nelly et Monsieur Arnaud, c'est incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, sur la scène du gigot dont parlait Jeff tout à l'heure, en plus du ta gueule qui était peut-être pas dans le scénario tout à fait, la colère de Piccoli, elle est vraiment inspirée des colères de Sauté. Non, il n'est pas question qu'on l'ait. Non, on ne peut pas. Ou alors tu es un peu trop bas, là, je comprends pas ce qui se passe. Non. Mais non, on ne peut pas l'avoir, les enfants, qu'est-ce qui se passe là? Qui était quelqu'un de très colérique, qui a explosé tout rouge, mais qui était absolument pas rancunier. C'est-à-dire, une fois qu'elle était passée, elle était passée. Et Mais limite. à tel point que, après le tournage de la scène, tout le monde éclate de rire parce que ils ont eu le sentiment de reconnaître Claude Sauté, quoi. Tu m'emmerdes aussi. Et chacun des deux, aussi bien Sauté que Piccoli, reconnaîtra que c'est exactement ça la source d'inspiration. Il le dit, Piccoli, qui s'inspire souvent de Sauté quand il fait des scènes. Et ça avait commencé sur Les Choses de la vie. Il y a une séquence, ils sont sur un chantier. Donc, c'est un appartement en construction, un immeuble. Donc, il n'y a rien, c'est dans le vide, c'est toujours sur une plateforme. Et à 8h, c'est Piccoli qui a raconté l'anecdote, il fait à 8h du matin, je dois me mettre en colère. Donc, il y a les Massari, les ouvriers qui sont là, je dois leur gueuler dessus. Les ingénieurs du son sont à l'étage en dessous. On fait des essais, je commence à gueuler. Et les ingénieurs du son disent pourquoi Claude il gueule? C'est-à-dire que les mecs pensaient que c'était Claude Sauté qui gueulait sur le plateau, alors que c'était Piccoli qui commençait à répéter sa scène. C'est vous qui habitez ici? Non? Bon. Moi, je vais aller chez vous et je vais faire passer le tout à l'égout sur vos fenêtres. On verra votre gueule! Parce qu'ils avaient les mêmes intonations. Ah, c'est bien. Mais il est extraordinairement crédible. On va revenir une dernière fois à la scène du gigot, qui est quand même une scène d'anthologie de l'histoire du cinéma mondial de tous les temps. Et c'est vrai que Piccoli qui coupe ce gigot pendant qu'il joue la scène. Je me demande combien de gigots ont été coupés, combien de prises ont été faites, s'ils ont tué, tu sais, comme ils ont tué plein de buffles sur Apocalypse Now pour la scène de rituel. C'est extraordinaire ce qu'il fait, parce que tu sens que c'est un mec qui sait couper un gigot, et tout d'un coup, c'est comme quand Pacino danse, ou comme Fred Astaire, tu vois, c'est des mecs il y a une grâce et très difficile à faire, et il s'en sert comme un grand acteur qui se sert de la réalité, quoi. Et en plus, c'est une scène capitale. En fait, c'est la scène qui résume l'esprit du film. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est devenu par rapport à ce qu'on était. On était de gauche, on avait des illusions, tout ça, et en fait aujourd'hui, on a quasiment perdu nos illusions, on est devenu cynique. C'est vraiment le temps, l'histoire du temps qui passe, elle est résumée dans cette scène. Mais c'est Mes meilleurs copains aussi, tu sais, film choral où tout d'un coup ils réalisent aussi la même amertume, quoi. Voilà. S'adapter, ça signifie quoi? Ça signifie vivre avec son temps, savoir bouger avec la société, comme François. Cette scène, elle est incroyable parce qu'il y a à la fois le fond du film et puis l'extraordinaire colère de Piccoli. Et puis, comme tu dis, le fait qu'il coupe le gigot en même temps. En même temps. En le balançant sur la table. Alors, cette scène, Sauté disait qu'il avait tourné au moins à 2 ou 3 caméras, parce que justement, c'était compliqué d'avoir les réactions de tout le monde. Et il disait que d'ailleurs, la rivalité des 3 Italiens l'obligeait parfois à tourner au moins à 2 caméras, c'est-à-dire que chacun se sente quand même filmé pendant que c'était la scène d'un autre. Ce qui est une proposition. Il y en a un qui était en lumière, les 2 autres boudés, et après, bon, ça changeait, donc c'était à tour de rôle. Il n'y avait pas comment dire, les alliances tournées selon les scènes.
Les deux personnages de Vincent et de François, ce sont les deux qui se mettent en colère. Est-ce que je continue à vivre avec cette putain? Mais pourquoi? Et à côté, malgré ça, il va les filmer avec leurs failles. Piccoli, quand il se fait quitter par Marie Dubois, il n'en parle à personne. C'est Montand qui s'en rencontre après le combat de boxe parce que c'est le seul à pas faire la fête, tu vois. Et Montand, quand il encaisse les coups de sa séparation et de son entreprise qui est en train de péricliter. Mais je trouve que il le filme magnifiquement et malgré leur colère, malgré leur caractère, il arrive à nous les rendre sympathiques. Sauter, c'est la grande force de Sauter. On s'attache au personnage. Pourtant, ils ont rien pour nous rendre sympas, pour les rendre sympas en tout cas. Mais il y a une empathie immédiate avec les personnages, mais parce qu'ils montrent à la fois leur mauvais côté, entre guillemets, et leurs failles. Et ils sont émouvants, en fait. Et que chacun, on peut se retrouver dans des bouts de leur comportement, de leurs réactions et de leurs blessures. C'est pour ça que le Sauté, il était un peu énervé de l'image de cinéaste sociologique, de l'ère Giscard-Pompidou, enfin Pompidou-Giscard, parce que il y a toujours, certes, un arrière-plan social, il capte l'air du temps mieux que personne, tout ça, mais en même temps, ce qui est universel, c'est justement les failles, les doutes, les blessures, les bleus à l'âme, les intermittences du cœur, enfin, c'est tout ça qui fait la force du film. Mais c'est pour ça il faut se rappeler quand même, on parlait de l'art critique, alors l'ensemble de l'art critique a été plutôt vraiment bon. La Palme, si j'ose dire, revient à Gilles Jacob, qui disait c'est un admirable film qu'a donc Claude Sauté de plus que les autres, rien, l'intelligence du cœur. Ce qui est quand même magnifique. Mais parallèlement, les cahiers du cinéma, titré Travail, famille, PME. En disant que c'était un film poujadiste, se penchant sur les mœurs petits bourgeoises, voilà. Mais la force de Sauter, c'est justement ça, c'est qu'il y a à la fois l'air du temps et un arrière-plan social, et qu'en même temps de toucher à l'universel. Et c'est aussi pour ça que ces films résistent aujourd'hui. C'est-à-dire que le film a 50 ans, ouais. C'est ça. Mais c'est drôle parce que Depardieu, c'est la même année que Les Valseuses. Les Valseuses, la même année. C'est hallucinant parce que c'est pas du tout le même personnage. Tout d'un coup, tu as un personnage qui a ce loupard. Et c'est incroyable. C'est incroyable de le voir. De voir Les Valseuses et de voir Vincent, comment il est à quelques mois d'écart, fragile, comment il est fin, comment il est doux. Ton frère m'a dit que t'allais boxer? Peut-être. Comment il est doux, c'est un bonheur de le voir là, à ce moment-là. Les deux tournages devaient forcément pas être identiques. Hein. Ah ben ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je pense que sur le tournage de Sauté, il y avait quand même Piccoli, Montand, tout ça. Je pense qu'il devait la ramener un peu, mais pas forcément comme avec Devers. C'est drôle de penser qu'ils se retrouvaient, parce que tu vois, quasiment toutes les scènes sont entre Depardieu et Montand. Si tu voyais comment ça marche, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, mais comme on dit, il y a de l'avenir. Et de penser qu'ils se retrouveraient après dans le choix des armes, où ils sont très différents l'un de l'autre. Tu sais comment Depardieu appelait le choix des armes? Il disait le charme des oies, et il disait un film cornographique, il disait. Et Jean, j'ai une question pour toi. Dans quel film Yves Montand joue le père de Depardieu? Ils sont bien sûr maintenant dans Jean Florette. Il est son père. Eh oui. C'est ce qu'on apprend dans la scène finale qui est absolument sublime. La scène sur le banc avec la vieille quasi aveugle. Le Montand, il est génialissime dans cette scène. Incroyable. Mais là, ils ont presque des rapports de père-fils. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, que lui porte Montand, on voit pendant le combat de boxe. D'ailleurs, le combat de boxe, il est filmé beaucoup sur le visage de Montand. C'est lui qui encaisse les coups, c'est lui et parce qu'il s'en veut de ne pas avoir arrêté le personnage de Jean avant de faire le combat. Il sait que c'est perdu d'avance. Alors là, ça sera pas perdu parce que le combat s'arrêtera au milieu. Mais ils ont des rapports, oui, presque père-fils. Quand il lui dit qu'il est en province, on sent qu'il est presque. Enfin, il est chagriné de se dire qu'il va plus le voir, quoi. Mais ça te ferait partir quand, ça? Le 20? Enfin non, le 21. Tu le vois un peu aussi. Ils aiment tous à Depardieu, Piccoli, Reggiani,
parce que c'est le jeune, il se projette sur lui un petit peu, tu vois. C'est cette jeunesse il a encore ses illusions. Voilà, cette jeunesse, il renvoie à ce qu'ils étaient. Et là, il y a une scène juste avant le repas, avant le combat de boxe. Depardieu dans le film, il fume pas, il boit pas d'alcool. Et puis, non, pas pour lui. Non, non, merci. Mais il y a une bouteille de vin à côté de lui quand il fait ce dîner avec Montand et Catherine Aigret. Et le vin, c'est marqué Bergerac dessus. Voilà. Putain, mais tu les regardes à la loupe. Tu les regardes à la oui, loupe. j'observe. On est dans Kinopod, monsieur Lavoignat, ici. Hein. Ça rigole pas. Hein. Alors moi, je peux te donner un autre détail, mais qui est beaucoup plus flagrant. C'est que le racheteur de l'usine de Montand qui a une scène, qui est un personnage odieux en manteau de fourrure, c'est Alain Sussfeld. Bon, je vais réfléchir à tout ça. Eh ben, c'est ça, réfléchissez. Qui aujourd'hui, qui a longtemps été le patron du GC. Et c'est lui qui joue l'acheteur. Il a, je sais pas, 3 minutes dans le film, mais on voit à quel point il est odieux, un capitaliste avec qui Montand fera pas affaire. Et c'est Alain Sussfeld. En plus, le père d'Alain Sussfeld, qui était directeur de production, tout ça, il avait pas mal travaillé avec Sauté aussi. Donc, Et le premier assistant, c'est Jean-Claude Sussfeld, qui est le frère d'Alain Sussfeld. Ça explique aussi ça, sans doute. Il y a aussi, tu sais, dans la musique de Sard, il y a alors c'est pas de l'accordéon. Non, c'est un bandoneon. Bandoneon. Et c'est Marcel Azola, le fameux accordéoniste célèbre de Jacques Brel, qui joue ce morceau-là. Et la musique, elle est juste sublime. Magnifique. Elle élève le film aussi. Elle est parfaitement complémentaire. Elle est inspirée, dit Sauté, du début de la musique de Dans la chaleur de la nuit. De Norman Jewison, qui était une musique de Quincy Jones. Et il adorait les 6 premières notes. Et il a dit à Sard... Extraordinaire. C'est un truc comme ça. Et Sard s'est amusé avec ses 6 premières notes en faisant cette musique dont Sauté disait quasi à la fin de sa vie que c'était une des musiques les plus belles de Philippe Sard en ce qui le concernait. Ce qui est assez haut parce que quand même, toutes les musiques, que ce soit Les Choses de la Vie, César Rosalie et toutes les autres, c'est magnifique, quoi. La scène d'infarctus de Montand est très crédible, je trouve. Vincent! Il a ce face-à-face avec Maurice Ozell, qui était la doublure lumière de Jean-Paul Belmondo. Ah oui. Et il le filme super bien. Et Montand, il est hyper. Alors, autant quand il filme le combat de boxe, c'est pas Scorsese un Raging Bull, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, le combat de boxe, c'est la réaction, comme tu dis, de Montand en voyant Depardieu. Je trouve cette scène, quand tu vois Montand tomber, c'est lui le rock, le leader, etc. On s'y attend pas du tout, quoi. Quand il lui a expliqué la scène. Montand a sauté à Montand. Montand, il n'en était pas content. Il rêvait d'un truc beaucoup plus spectaculaire. Il disait, ah bon, je tombe juste sur une table. Et pourtant, la scène est extraordinaire de vérité, effectivement. Ah ouais, lui, il voulait tomber au ralenti comme dans Platoon, tu sais. Excellent, ça. Sauté filme bien la boxe, parce que c'est assez compliqué à faire la boxe avant. C'est 2 ans avant Rocky, et ça fait toujours bidon au cinéma. Et on voit que les coups ne portent pas, surtout aujourd'hui avec les télévisions en 4K, etc. et tout. Mais c'est drôle qu'il ait fait tout d'un coup un film de boxe, alors que c'est pas du tout son truc. Il disait que ça lui faisait peur, même la boxe, qu'il aimait pas ça. Mais voilà. il dit il y a une différence entre ce qu'on aime voir et ce qu'on aime montrer. Et il dit pour moi c'était une sorte de défi. Et il dit mais je voulais un combat qui soit réaliste et non pas en faire un truc chorégraphié. Mais en même temps, il se posait quand même la question de comment le filmer, quoi. C'est pas facile, effectivement. Et Depardieu, il encaisse vraiment les coups. Hein. Il y a une interview de Depardieu, il a visé au mec. On voit par moment. Alors, Joe Catano, c'est un vrai boxeur qui s'appelle Mohamed Galoul dans le film. Il lui met vraiment des pains dans la gueule. Alors, pas hyper violent, mais
c'est pas fake en tout cas. Alors c'est vrai que ça fait un peu brouillon, mais les combats de boxe sont comme ça. En plus, c'est pas. Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est pas la chorégraphie. Je plaisantais en disant que c'était pas la chorégraphie à la Scorsese ou à la Rocky, mais ça fait crédible en tout cas. Ouais. C'est vrai. Sauter rajouter qu'on voyait plus de films de boxe à l'époque. Que le dernier remontait à, je sais pas, un film de John Huston. Ouais. Naked City. Voilà, c'est ça. Et Fat City, non, Fat City, bravo. Ouais. Si. Fat City avec Stacy Keach. C'est celui avec Stacy Keach, je crois. Ouais. Au début aussi, un truc, j'ai pas dit, dans la scène du début, quand il y a l'incendie avec Marie Dubois, quand ils disent putain la bouteille de butane. Et le butane, hein? Les 2 bouteilles de butane qui sont dedans. Jean! Il y a Depardieu qui rentre dedans et qui ressort avec la bouteille de butane. Il y a un petit, dans Tenue de soirée, je sais pas si vous vous rappelez, dans la caravane, il y a du butane, et il y a Depardieu qui fait attention butane. Il y en a un de vous deux qui va me le payer cher. Attention au butane! Attention au butane! Ça m'a toujours fait penser à cette scène de. Oh là là, mais t'as une mémoire d'éléphant. Un dernier truc. Pourquoi c'est fini déjà? Quel est le seul film? Quel est le film de Claude Sauté qui a été nommé aux Oscars du film étranger? Préparez vos pardon. On aura coupé. Une histoire simple. Bravo. Non, j'ai pensé à préparer vos mouchoirs qui. Oui, par rapport à Blier. À ton avis, Jean-Pierre, pourquoi est-ce que... à Sauté, mais à Depardieu. À ton avis, Jean-Pierre, pourquoi est-ce que Romy n'a pas été dans Vincent François Paul les autres? Parce qu'il n'y avait pas de rôle assez important de femme. Il n'y avait pas de rôle assez important. Ah, c'est ça, voilà. Ouais, pas de rôle. Mais c'est ce qui donnera naissance à une histoire simple. Ouais, voilà. Parce que après Vincent François Paul et les autres, elle lui dira. D'abord, Sauté racontera qu'elle aura du mal à aller voir le film parce qu'elle n'était pas dedans. En disant non. Et après, elle lui dira il y en a marre de tes histoires de bonhomme, fais une histoire de bonne femme. Et d'ailleurs, quand Dabadi et Sauté lui feront lire la première ébauche du scénario, elle s'énervera. Elle le prendra mal en disant vous n'êtes pas beaucoup foulé, j'avais pas demandé Monique, Josette et les autres. Moi, je voulais un film pour moi, pas un film pour toutes les autres. Et finalement, c'est Livy qui était l'agent des 3, de Dabadi, de Romy et de Sauté qui arrangera les histoires. Et après, elle en sera contente. Mais c'est drôle. Mais voilà. Piccoli, elle dit quelque chose de très joli à propos de Romy Schneider, leur relation tous les trois, Piccoli, Sauté et Romy Schneider. Il a dit Claude, Romy et moi, on était 3 enfants de la même mère. Ah, c'est joli. C'est joli. Mais en tous les cas, Jean-Pierre, merci. Tu m'as donné envie de voir Monique, Josette et les autres. Mais non, mais on pourra en parler des heures. Hein. Mais disons, alors, dans un certain sens, c'est la dernière fois qu'on est jeune. Ouais. C'est toi qui imites, alors. Ouais. C'est un film magnifique et voilà, il faut le regarder. C'est bien d'en reparler et de le faire découvrir. Ouais. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Non, je ne ferai pas de vanne sur moi, je peux vous en parler des heures. Hein. Je peux vous dire que, si tu as encore des choses à nous dire. Hein. Par exemple, mais tu vas revenir. Hein. Tu vas revenir pour parler de ce film ou d'un autre. Il faudrait finir sur la fin. T'inquiète pas, il y a une fin qui arrive. Parce que la dernière image qui va faire l'affiche, qui est la dernière scène du film, en fait. Oui, Sauté dit qu'il l'avait visualisé avant même de finir d'écrire le scénario. Ouais. Avant le tournage, il voyait cette bande de garçons partir, enfin d'hommes mûrs partir ensemble. Et voilà. Et c'est beau parce qu'il fait dire à Montand, donc c'est Montand qui a frôlé la mort dans cette scène-là, il a toujours l'espoir que Stéphane Audran revienne. Non, je disais si Catherine revenait. Je sais pas avec la vie. Hein, il fait, on ne sait jamais avec la vie. Voilà. C'est Sauté, il n'aimait pas finir les films de manière abrupte. C'est toujours des fins ouvertes, quasiment. C'est toujours des arrêts sur image. Et là, on ne sait jamais avec la vie, c'est magnifique. Et une chose aussi qui fait magnifiquement, c'est la solitude des gens dans un groupe. Tu peux être entouré de plein de gens et tout d'un coup, avec sa caméra, il resserre sur les gens et tu sens une détresse et une solitude immense. Ouais, on le sent beaucoup sur Piccoli et sur Montand. Exactement. Absolument. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un chef-d'œuvre du cinéma 70s made in France. Jeff,
Bravo, mon ciné-poto. Et Jean-Pierre, trop heureux de te retrouver. C'est un honneur et un grand plaisir et un avantage d'avoir un podcast. C'est qu'on retrouve des gens qu'on aime comme ça. À Plaisir travers... partagé. Merci beaucoup. Donc, j'espère que tu vas revenir très vite pour nous parler soit encore de Claude Sautet que tu connais mieux que personne, soit de tous les films que tu aimes et qu'on aime aussi. Avec plaisir. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase Jeff puis Jean-Pierre. Jeff Domenech, gloire au grand Claude Sautet pour cette chronique douce amère sur le temps qui passe. Jean-Pierre Lavoignat. Alors moi, je finirai par une phrase de Claude Sautet dans Un mauvais fils. Ce n'est pas parce que tout ce qui nous entoure est désespérant qu'il faut désespérer. Magnifique. C'est Jacques Dufilot qui l'a dit. Et alors que le film a été écrit par Claude Néron, c'est une phrase de Dabadi qui a écrit le monologue de Dufilot. Voilà, incroyable. Waouh, qui a participé au film quand même, c'est faux. Ouais. Voilà. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui aime le gigot. Et maintenant, quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Bravo! Bravo, bravo!